Voyageurs, bonjour. Plus de 2 € le litre de diesel, qui aurait pu penser ça un jour? Et ben voilà, ça y est, on y est. Et franchement, c'est que le début malheureusement. Aujourd'hui, rouler en camping-car, ça nous coûte 120 € pour 500 km. On consomme 12 litres au 100 avec Swingy. On a fait un petit calcul, c'est presque 2 € les 5 km. Donc ça commence vraiment à piquer. On est en train de se poser la question, est-ce que ça ne devient pas un luxe de voyager de cette manière? Vidéo donc un peu spéciale aujourd'hui les péripodes, car on se pose pas mal de questions en ces temps troublés. On sait que vous vous en posez aussi, alors on vous propose d'en discuter tous ensemble. Il y a des choses qui se compliquent pour les véhicules de loisirs et on est en train de se demander sincèrement si nos voyages en camping-car, en van et en fourgon ne sont pas en sursis. Bah oui, l'augmentation du prix des carburants, ça c'est vraiment d'actualité. L'interdiction des véhicules diesel aussi dans les zones à faible émission. L'interdiction de la vente des moteurs thermiques d'ici 2035 aussi, qui est sur la table. La hausse des prix des matières premières qui fait que les camping-cars sont de plus en plus chers et ils le seront de plus en plus. Donc pourquoi cette vidéo? En fait, on se voyait mal partager nos aventures, que ce soit des voyages, des portraits, des infos pratiques pour ceux qui veulent acquérir un camping-car, comme si de rien n'était, parce que oui, la crise qu'on traverse aujourd'hui, qui se matérialise vraiment par le prix des carburants actuellement à la pompe, c'est parfaitement hallucinant, ça nous impacte comme vous tous. Donc l'idée c'est de partager un peu nos réflexions, puis de pouvoir peut-être engager un dialogue avec vous à travers les commentaires. Il y a quelques jours, Pierre, un péripote, a soulevé une question très importante. Je cite, avec un baril de pétrole à 127,21 $, 116,80 €, qui vraisemblablement flirtera avec les 140 $, 128,75 € au mois d'avril prochain, ce qui mettrait le prix du litre de gasoil à plus de 2 € le litre. On y est aujourd'hui. Comment imaginez-vous vos futurs déplacements de loisirs en camping-car? Ça craint. Merci pour cette question, Pierre, qui nous donne l'occasion d'engager le débat, puisque c'est de ça qu'il s'agit, surtout les prix des carburants. Donc on le dit tout de suite, on n'a pas les réponses, parce qu'on est comme tout le monde, on est en train de subir un peu malgré tout ce qui est en train de se passer. De cogiter. De cogiter, ouais. Dis-nous tout, Pauline. Nous, d'un point de vue personnel, on est assez pragmatique, vous le savez, et on se fait aucune illusion par rapport à l'utilisation des énergies fossiles. Pour nous, les véhicules thermiques, on ne pense pas vraiment que ça soit l'avenir, et on s'interrogeait de toute façon déjà sur l'avenir de nos voyages. Qu'est-ce que ça allait devenir? Pourquoi? Parce qu'on voit bien les problèmes que ça crée au niveau de la dépendance, et puis qu'on sait qu'écologiquement, si on veut un avenir pour cette planète, les générations futures, on sait très bien que nos comportements, ils doivent changer. Seulement ça, on l'envisage à moyen, long terme. Aujourd'hui, il y a l'augmentation des prix, on l'a dit. Elle est juste, elle est complètement pharaonique, c'est incroyable. Ouais, c'est presque 80 centimes d'euros en plus en un an. Ouais. On était déjà en train de se dire à 1,60 €, waouh, ça commence à être chaud, mais alors là, quand on passe les 2 €, c'est quand même quelque chose. Le moment où on tourne cette vidéo, c'est passé ce matin, on est à plus de 2 € le litre, voire même 2,20 €. Donc ça impacte forcément les gens dans leur quotidien pour aller travailler. Et forcément, là, on va parler plus de ça pour le camping-car, qui est à la base vu comme un moyen de déplacement et puis un mode de vacances économique. Si ça continue comme ça, il y a quand même vraiment de quoi cogiter. Ouais, clairement, on peut vous dire qu'on saute pas de joie quand on fait le plein. 120 €, on vous l'a dit, avec nos 60 litres de réservoir. Franchement, c'est cher, ça fait mal. Quand on fait du 12 litres au 100, pour vous donner une idée du road trip en Espagne qu'on a partagé avec vous, on aura parcouru presque 5000 km. Alors heureusement, le carburant, il est un peu moins cher en Espagne. On peut encore le trouver entre 1,60 et 1,70 € le litre. Ouais, mais ce qui est déjà énorme. Oui, énorme. Pour les Espagnols, c'est comme nous ici, quoi. Mais cette différence de prix, ça fait quand même économiser entre 20 et 30 € le plein, donc ça, c'est pas négligeable. Et bien, 5000 km en cherchant les stations les moins chères grâce à des applications communautaires, ça, on vous le conseille pour faire quelques économies. Ce voyage, il nous aura coûté plus de 1000 €. Et bien sûr, on compte pas les frais engendrés par l'usure, la mécanique et tout ça. Donc 1000 € de carburant pour un séjour d'un mois en Espagne, c'est juste dingue en fait. Donc pour répondre à la question de Pierre, Ne vous jette pas la pierre, Pierre. Pour le moment, on s'adapte tant bien que mal en continuant ce qu'on a déjà engagé depuis longtemps. Ouais, et il faudra renforcer ça, justement. Ouais. Bon, déjà, ce qu'il faut dire pour nous, c'est un peu spécial, c'est que quand on voyage, on travaille aussi. C'est un mode qu'on a, donc c'est un petit peu différent. Mais du coup, on consent ces efforts du carburant parce qu'on a ce mode de vie comme ça. On voyage sur du long terme et on travaille en même temps. Sachant qu'à côté, on a un mode de vie qui est assez sobre par ailleurs. On n'est pas des gens qui dépensons beaucoup.
pour les restos quand même un petit peu. Ouais, on a des petits péchés mignons et puis c'est vrai que le matériel photo aussi prend du budget, mais une fois qu'on l'a, c'est vraiment le carburant qui est la principale source de dépenses. Notre moteur, tu veux dire? C'est notre moteur, tout à fait, Simon. Toujours la petite blague parce qu'on parle d'un sujet grave, mais il faut faire quand même des blagues. J'essaie de faire des blagues. Mais néanmoins, ça nous impacte quand même forcément parce que c'est un des budgets de nos voyages, le carburant. Donc qu'est-ce qu'on fait généralement, Simon, que tu as bien engagé? On peut adopter l'éco-conduite, Pauline. Je sais que tu te moques de moi. Non, mais tu es toujours un avant-gardiste de toute façon, je le sais. Mais c'est moins pire pour l'environnement, hein, c'est mathématique, moins on consomme, moins on paye. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà engagé depuis un moment et qu'on va accentuer. Donc tu te moques de moi avec ma petite voiture je me moque pas. Oui, de papy, mamie. Mais t'as raison, bien sûr que t'as raison. Et tu vas avoir encore plus raison maintenant. Mais je suis bien content de l'avoir. C'est une C3, elle a 14 ans et j'arrive à consommer avec elle entre 4 et 5 litres en 100. En camping-car, c'est aussi possible de consommer moins. On a d'ailleurs pas mal de petits conseils. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. On pourra faire une vidéo sur ce sujet. Ça pourrait être vraiment intéressant. Alors autre chose qu'on fait depuis longtemps et qu'on va encore accentuer, c'est de privilégier des destinations où on reste longtemps, qui sont souvent situées pas à l'autre bout de la Terre, et puis de prendre le temps de les explorer comme il faut en utilisant l'articulation des modes de déplacement, les vélos, la marche. En fait, ce qu'on veut dire, c'est quand on fait du camping-car, on fait pas du camping-car, on va se garer à un endroit et après on va explorer vraiment autour ce qu'il y a avec nos pieds, avec nos jambes, enfin bref, on est très actif. Tout le monde le fait plus ou moins, je crois, et je pense qu'on va être de plus en plus amené à le faire, et ceux qui le font pas, mais je pense qu'ils vont être un peu obligé. Le camping-car aussi, ce qu'on peut dire, c'est que pour nous, c'est un site à voyager plus lentement. Quand on part quelque part, on fait pas comme quand on va dans un hôtel quelque part, on fait pas 1000 km d'un coup pour arriver à sa destination. Les vacances, quand c'est du loisir, parce que c'est de ça dont il est question dans la question, on prend son temps et les étapes pour aller à la destination, c'est déjà du voyage, c'est déjà de la découverte. Donc ça va être encore plus le cas et on va de plus en plus le faire. Oui, il faut dire que quand on visite une région, nous, c'est rarement moins d'un mois sur place pour découvrir les alentours. Après, parce qu'on peut se le permettre de le faire, et c'est vrai que dans une utilisation de loisirs où on utilise juste pour les vacances, par exemple, c'est que ça pose quand même question. Donc peut-être que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous comptez faire, comment vous allez faire, c'est intéressant. Ça nous donne l'occasion aussi d'évoquer une question qui nous avait été posée sur l'interdiction des vieux véhicules diesel dans les villes et grandes agglos françaises et belges, Strasbourg, Reims, Paris, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Marseille, Toulouse et Bruxelles aussi. Là c'est un peu pareil, disons que pour nous l'intérêt premier d'un véhicule de loisir, c'est pas forcément les villes, ça vous le savez, parce que c'est plus compliqué, il faut trouver à se garer, en plus c'est payant, et on est, vous le savez, un peu plus sujet au cambriolage. Si vous avez vu notre vidéo sur la sécurité, vous savez qu'à chaque fois qu'on s'est fait voler, c'était dans une ville. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on s'interdit non plus de les visiter, parce que c'est top les villes, il y a tout l'aspect culturel, les sorties, les bars, les restaurants, et donc tout ça, ça donne envie, donc on le fait aussi en camping-car. Mais dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va privilégier les parkings extérieurs, les parkings relais, les P+R, ça s'appelle comme ça, et on prend le vélo si c'est pas trop loin, sinon les transports en commun, si c'est un peu plus éloigné. Toujours articulation de mode de déplacement. Ouais. Bon, après, charge aux villes de fournir un peu les infrastructures, ça dépend des politiques de transport qui vont avec, mais ça c'est un autre débat. Il y en a beaucoup qui le font déjà, il y en a de plus en plus, et donc ça c'est tant mieux. Un exemple, récemment à Florence en Italie, on avait utilisé justement un parking relais, 10 € la journée à une vingtaine de kilomètres du centre. Ça nous a permis de laisser le camping-car juste à la sortie de l'autoroute, super pratique. On a pris le tram pour découvrir cette belle ville, donc il n'y avait pas plus simple. En plus on a laissé le véhicule sur un endroit sécurisé, ça nous a permis de découvrir la ville vraiment sereinement, c'était super. Libre. Autre sujet, Pauline, j'ai mal au bras. Donc, il y a d'autres questions qui nous sont régulièrement posées et qui reviennent, que ce soit sur Instagram ou en commentaire YouTube. L'une d'elles, c'est est-ce que ça vaut encore le coup d'investir dans un véhicule de loisir alors qu'on se dirige vers la fin des ventes de véhicules thermiques en 2035 ? Grosso merdo. Grosso merdo, que la pression des prix et ce sur le carburant, elle fait qu'augmenter. Ça, c'est la question qui fâche et en même temps, elle est super légitime. Totalement, parce qu'on est forcé de se poser la question, je sais pas ce que vous en pensez. Alors nous, on n'est pas experts, on essaie de réfléchir en tant que consommateur, avec l'actualité sur le monde du VDL qu'on lit, et avec logique. Premier constat, donc tout augmente, et pas que les carburants. Les matières premières aussi, comme l'aluminium, l'acier, le PVC, les matériaux électroniques, enfin bref, tout. Et ça, c'est depuis le Covid. Et maintenant, avec le contexte international, c'est encore pire. Et les constructeurs ont du mal aussi à avoir suffisamment de châssis, les porteurs Fiat, Ducato, Peugeot, Renault, à cause de ruptures de stock, sur les composants électroniques par exemple, mais pas que. Et dans l'économie, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, s'il y a beaucoup de besoins et peu de produits, les tarifs augmentent.
vente. Alors forcément tout ça se répercute sur le prix final du camping-car. En même temps la demande ne faiblit pas, même avec le Covid elle a explosé, il faut dire. Ah, on se bidonne. Pourtant c'est pas drôle. Les constructeurs sont dans l'incapacité de produire puisqu'ils manquent de cette matière première. C'est pour ça aussi que vous le savez certainement, il y a de plus en plus de retard dans les livraisons. Ouais, si vous êtes concerné par le sujet, vous pouvez nous mettre aussi un petit commentaire. Depuis combien de temps vous attendez votre véhicule? Et même sur les véhicules d'occasion, le prix a flambé aussi, c'est juste hallucinant. Donc c'est clair qu'on fait pas vraiment de bonnes affaires pour le moment quand on achète un véhicule, il faut être honnête. Et puis après, donc s'ajoute, comme on l'a dit, le prix du carburant, mais alors ça, quand on achète un véhicule de loisir, c'est à chacun, s'il aime ça, d'adapter son budget voyage. Si on aime le camping-car, on va toujours trouver le moyen de moins rouler ou rouler mieux. Excellent slogan. Mais bon, ça, on dit ça alors que le prix vient de passer de 10, mais peut-être à 3 euros, on va commencer à vraiment se poser de sérieuses questions. Après, clairement, il y a des gens qui vont nous dire en commentaire, et ils auront raison, que c'est aussi à l'État de faire le nécessaire pour réguler les taxes qu'il prend sur le carburant, pour éviter d'étouffer justement ça, même si, encore une fois, c'est nécessaire de faire une transition écologique, mais de cette façon-là, aussi subite, c'est juste pas possible, on le voit pour tout le monde. Vaste débat. Vaste débat. Donc, pour en revenir à la question, parce qu'on s'écarte, mais par rapport à la fin de vente des véhicules thermiques en 2035, en tant qu'acheteur, on résume, on paye plus cher, on va mettre du carburant plus cher dans des véhicules dont on ne sait pas en gros la valeur de revente dans 10 ans. On a eu pas mal de commentaires par rapport à ça et c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question. Après, là-dessus, on n'est pas des experts, loin de là, c'est notre avis, il est modeste, ça n'engage que nous, mais on s'inquiète pas trop de ça parce que pour nous, la particularité des véhicules de loisirs, elle va forcément devoir être prise en compte à un moment donné. Je m'explique, certes c'est des véhicules polluants, mais quand on réfléchit un peu plus loin que le bout de son nez, on essaye. T'es souple. Cerveau souple. Réfléchir bien le bout de son nez. Bref, quand on réfléchit un peu, ces émissions de gaz à effet de serre, elles sont compensées parce qu'on le répète, l'articulation des modes de déplacement, on fait pas que du camping-car, on reste plus longtemps à un endroit, on utilise peu d'eau, peu d'électricité, on génère peu de déchets par choix comme par nécessité parce qu'on voit bien qu'au bout d'un moment, avoir tant de plastique dans son camping-car, c'est pas possible. Bref, on est beaucoup plus économe que dans une maison. D'ailleurs, on vous montrera bientôt sur cette chaîne les coulisses de notre vie en camping-car. Si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour pas manquer la vidéo. Donc voilà, faire du camping-car, c'est pas un loisir en soi. En tout cas, nous, on le voit pas comme ça, c'est plus un moyen de découverte, une philosophie, et on voit vite que c'est moins impactant pour l'environnement que l'hôtel, l'avion ou pire les croisières. Donc si l'objectif c'est vraiment de réduire l'impact écologique des activités humaines, ça devrait pouvoir être pris en compte à un moment donné, d'ici 2035, qu'on n'est pas juste des véhicules qui roulent, c'est un mode de voyage, un mode de loisir. Et ça m'étonnerait pas que les constructeurs soient engagés pour faire comprendre ça. Donc voilà, pas trop d'inquiétude vis-à-vis de ça. D'ailleurs, petite parenthèse en parlant d'impact environnemental, il y a une étude, on a regardé de 2020 d'un institut allemand, l'Institut Heidelberg, qui nous donne quelques chiffres sur le bilan climatique des déplacements en camping-car et en caravane. C'est assez intéressant. Je cite, pour un voyage de 2 personnes de 14 jours sur un aller-retour de 1568 km, c'est précis. Oui. Le bilan carbone en camping-car, il est évalué à 731 kg de CO2, 742 kg en transport en commun plus hôtel, 1048 en hôtel plus voiture. Donc, est-ce que les véhicules perdront autant de valeur que ça? On sait pas trop quoi en penser, mais on n'est pas très inquiet par rapport à ça. Après, quand on achète ce genre de véhicule, c'est pas non plus dans le but de s'en séparer que 5 ans plus tard. Il peut vous durer beaucoup plus longtemps si vous aimez ça. Nous, on en est la preuve. On a un camping-car, un vieux camping-car. Ça fait 8 ans qu'on voyage avec et c'est déjà un véhicule de 3e main et ça nous va très bien. Il n'y a aucune raison aussi d'acheter un camping-car et directement envisager de s'en séparer un petit peu après. Enfin, ça n'a pas non plus beaucoup de sens à nos yeux. En parlant de prix de véhicule, c'est un conseil qu'on vous donne depuis très longtemps sur cette chaîne. Vu le prix d'achat qui ne cesse d'augmenter aussi des camping-cars, vannes ou fourgons, entre 60 et 80 000 euros, pourquoi pas tester avant d'acheter en louant le temps d'un week-end par exemple, près de chez vous. Ça vous permettra de savoir si le véhicule vous correspond. On a écrit différents articles sur notre site, sur la location. Donc si ça vous intéresse, on met tous les liens en description et on vous met en garde aussi parce que voyager ou vivre en camping-car c'est génial, c'est pas nous qu'allons vous dire l'inverse, mais c'est pas rose non plus, il y a des contraintes. Un exemple tout simple de notre entourage, il y a 2 couples d'amis avec des enfants qui ont testé et loué un camping-car.
petit coucou si vous nous regardez. Alors le premier a adoré, il regarde même pour acheter un camping-car d'occasion avec un modèle similaire. Et puis le deuxième, il a tout simplement détesté l'expérience. Donc après 2 ans difficiles qu'on a connus, on sait qu'il y a énormément besoin de liberté d'évasion, mais attention quand même au sentiment d'urgence. Prenez le temps de bien réfléchir si vous n'êtes pas pressé. Attendez peut-être 1 ou 2 ans, c'est un petit conseil, il y aura de belles occasions. Et après, une fois dit tout ça, comme on disait, pour ouvrir un peu sur toutes ces questions-là, il y a aussi la dimension de réfléchir à nos moyens de voyager dans le futur. Sans énergie fossile, on le sait, c'est indispensable. Mais pour nous comme pour tout le monde, c'est pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain. De toute façon, on va pas tous bazarder nos véhicules parce qu'il faut plus utiliser de thermique, ça n'aurait aucun sens non plus. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire en commentaire, et ils auront raison, que tant que les multinationales font pas leur part par rapport au rejet de CO2, on peut faire tout ce qu'on veut, ce sera une goutte d'eau. C'est important les gouttes d'eau quand même. C'est une goutte d'eau, au bout d'un moment, ça fait déborder le vase. Mais bon, tout ça n'empêche pas qu'on se sente tous concernés et qu'on essaye à réfléchir parce que la société, c'est aussi nous tous ensemble qui la dessinons pour demain. C'est beau ce que je dis. C'est beau ce que tu dis. Olivier, présidente. Rien n'empêche de réfléchir à ça, d'autant que si on y réfléchit bien, c'est passionnant dans le monde du véhicule de loisir, notamment les défis qui peuvent s'ouvrir grâce à ça. Et là, par contre, si on peut se permettre une petite critique à l'égard de ce monde-là. Permets-toi, Pauline, c'est ta chaîne. De toute façon, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. C'est que les constructeurs ont été quand même plutôt passifs, on trouve jusqu'à maintenant sur ce côté des innovations plus durables sur la mobilité des véhicules du futur. Alors attention, comme tout, c'est pas aussi simple que de le dire, on le sait bien, on l'a vu, l'autonomie des véhicules, c'est déjà une question en soi dans les véhicules de loisirs. Alors si en plus il faut trouver le moyen de propulser ces véhicules de loisirs sur plus de 400 km à l'aide de l'électricité ou de l'hydrogène, je ne sais pas, peu importe, ça pose aussi d'autres questions en matière d'équipement et surtout de la législation. On sait qu'en ce moment on est limité en PTAC à 3,5 tonnes pour pouvoir conduire des véhicules de loisirs avec un permis B, et si l'autonomie des véhicules électriques par exemple se fait au détriment des équipements pour gagner en poids, là aussi ça va bloquer, donc il faut aussi que ça évolue. Production aussi, combien ça coûtera tout ça? Exactement, aussi les coûts de production, combien coûteront un véhicule de loisir. Parce qu'on est déjà pas mal là, niveau prix. Voilà. C'est vrai qu'on a eu beau chercher sur des salons comme le salon du VDL au Bourget, les innovations qui se faisaient en termes de véhicules de futur, c'était quand même assez néant. À Düsseldorf en Allemagne, il y avait quelques véhicules. Ouais, on a vu le concept de e-caravan de Detlef, mais hormis ça, c'est souvent des initiatives qui sont individuelles. La dernière fois, j'ai vu un truc qui s'appelait la Stella Vita, c'est un véhicule qui fonctionne à l'énergie solaire et qui a été capable de faire plus de 1700 km grâce à l'énergie solaire. Donc preuve que c'est possible, mais c'est pas des processus qui sont industrialisés en fait. C'est des prototypes. Donc pour ça, il faut la volonté aussi d'investir dans la recherche, de dépenser beaucoup d'argent du coup pour rechercher, et ça on n'est pas sûr que la volonté y soit, ou alors elle y est mais c'est encore secret, on sait pas. D'ailleurs on aimerait bien avoir le retour de constructeurs, ce serait constructif, si on pouvait avoir leur point de vue au débat, ça pourrait être intéressant, donc si vous passez sur cette vidéo, n'hésitez pas à le donner aussi en commentaire. Et après il faut aussi, comme on l'a dit avec la législation, que les gouvernements s'adaptent, que les structures d'accueil s'adaptent, enfin bref ça pose vraiment beaucoup plus de questions et ça dépasse bien sûr la sphère des constructeurs. Donc on aimerait bien avoir votre avis les péripotes, savoir si vous pensez qu'on va pouvoir encore voyager en camping-car et comment vous allez concrètement aussi vous adapter à tout ça. Les commentaires sont là pour ça, donc n'hésitez pas. Et il y a aussi un autre problème qui rend nos voyages en camping-car difficiles, on en parle dans cette vidéo juste là. Donc on vous dit à tout de suite et à bon voyageur, salut.